Inutile de chercher bien longtemps, ce bâtiment est clairement une ferme. Une grande ferme. Une vieille ferme, à en juger par les petites ouvertures et les cadres des deux fenêtres au premier étage de la partie gauche du logis. Ces fenêtres, au cadre en pierre de Gobertange sous un arc de décharge en briques, datent en effet de la première moitié du XVIIIe siècle. Mais l'histoire de cette grande ferme en quadrilatère appelée ferme du Cestia commence bien plus tôt. Son nom nous l'indique déjà. Le mot wallon Cestia signifie château, ce qui nous donne ferme du château. L'époque des seigneurs avec des châteaux et des terres remonte au Moyen Âge. Sans doute le seigneur des villages de Ouancin, Ouancino et Chapeauville, des villages qui appartenaient à la mairie de Tignes, possédait-il ici un château, mais il n'en reste rien. Quoi qu'il en soit, en 1668, Charles Zoillard, échevin de Namur, acheta la seigneurie. Il établit ici son château-ferme, car il lui fallait un endroit pour loger quand il venait ici, un hébergement pour le mailleur qui gérait ses terres et un lieu pour abriter la cour de justice. La seigneurie passa à son fils en 1702. Le bâtiment ne convenait alors plus aux besoins importants de stockage et d'hébergement, et des problèmes d'argent empêchèrent un bon entretien du château-ferme. En 1720, le tout fut saisi, changea de propriétaire, mais continua à se dégrader. En 1774, la voûte de la cave s'écroula. En 1777, on vendit la seigneurie. Nous voyons le château-ferme de ces années-là sur la carte de Ferraris. Puis, avec la période française, le domaine fut sans doute vendu. On démolit des parties et construisit un nouveau logis, tout en gardant certains éléments plus anciens. La carte des chemins vicinaux de 1841 nous apprend que la ferme de l'époque avait la même physionomie qu'aujourd'hui. Les bâtiments actuels furent reconstruits dans la deuxième moitié du XIXe siècle. Une vue du ciel nous permet de mieux comprendre l'agencement des bâtiments encadrant la cour centrale. Au sud, près de la route, le porche d'entrée jouxte le logis en L. Même si l'on n'y élève plus d'animaux, des étables au toit en tuiles rouges sont à l'est. D'anciennes étables sont également au nord et, à l'ouest, une ancienne grange clôt le carré. L'extrémité de cette grange, près de la rue, correspond aux anciennes écuries. Des hangars modernes à l'ouest et au nord abritent le matériel agricole. Depuis la rue, on note un ancien pigeonnier au-dessus du porche et les deux chasse-roues. La façade du logis témoigne des nombreuses modifications opérées avec l'encadrement des fenêtres du XVIIIe siècle, l'encadrement de la porte du XIXe siècle, d'autres fenêtres du XXe siècle et des traces de remaniement. Depuis la cour, en entrant, nous faisons face aux étables sous fenil. Le passage charretier livre l'accès aux hangars et aux champs. À gauche, l'ancienne grange présente deux portails avec des arcs en anse de panier. Des étables assurent la jonction entre cette ancienne grange et le porche d'entrée. Un escalier conduit à la réserve à grains et au fenil. À droite, nous voyons d'autres étables sous fenil avec une porte surmontée de l'année 1883. L'année est divisée par les initiales CD, qui correspondent aux initiales du propriétaire de l'époque. Enfin, le logis en L est flanqué d'une élégante tour qui héberge, dans une grande niche de 1883, une petite statue de saint Antoine de Padoue.